Le crépuscule adoucissait le soleil de fin d'après-midi, étirant de longues ombres tortueuses sur le bitume craquelé du parking de la supérette. 5 $. La petite main moite d'Émilie serrait le billet froissé, au bord effiloché, à force d'être trituré nerveusement. C'était une fortune de roi et, en même temps, désespérément insuffisant. Un mélange écœurant de café froid et de fruits trop mûrs s'échappait des portes automatiques, sans parvenir à dénouer le nœud dans son ventre. Elle était si petite, si discrète, son plan, si grandiose et improbable. Son regard restait rivé sur la vitre crasseuse, en une veille silencieuse. Un grondement sourd, d'abord lointain, enfla jusqu'à devenir un rugissement tonitruant qui fit vibrer le sol. Il secoua les cailloux sous ses baskets usées et ébranla le jeune arbre planté avec optimisme près de l'entrée. La tête d'Émilie se releva brusquement, ses grands yeux bleus suivant la source du bruit. Une énorme moto rutilante de chrome tourna au coin. C'était une bête mécanique, tout acier poli et cuir sombre, dont le moteur crachait une puissance brute. Le pilote, tout aussi impressionnant, descendit avec une grâce fluide surprenante pour sa carrure. Un gilet de cuir noir, tendu sur une large poitrine, arborait un crâne ailé et la légende courbe « Vagabond MC ». Une chaîne porte-monnaie pendait à sa hanche. Ses grosses bottes éraflées atterrirent avec un bruit sourd. Son visage resta masqué sous un casque sombre jusqu'à ce qu'il l'enlève, révélant une barbe grisonnante, une mâchoire massive et des yeux qui, même de loin, semblaient transpercer tout. C'était René Bulldog Moreau. Il passa une main sur son crâne presque chauve, avant d'accrocher le casque au guidon. Sa présence irradiait une assurance inébranlable, celle d'un homme qui dictait ses propres règles. Les autres clients lui laissèrent un large passage, détournant rapidement le regard. Émilie, elle, ne pouvait pas détourner les yeux. Il était exactement ce dont elle avait besoin, ou du moins ce qu'elle espérait désespérément. Il s'avança vers l'entrée, d'un pas long et tranquille. En passant devant la machine à glaçons, dont le ronronnement contrastait avec le bruit lointain de la circulation, son regard acéré balaya le parking. Il s'arrêta sur Émilie. Elle se figea, petite statue pétrifiée près de l'arbrisseau. Un instant, elle crut qu'il allait l'ignorer, la ranger dans la catégorie « juste une gamine ». Mais ses yeux, d'un gris étonnamment clair, s'attardèrent. Un coin de sa bouche remua imperceptiblement vers le haut. Pas un vrai sourire, juste un léger radoucissement des traits sévères, un bref signe de reconnaissance. C'était suffisant. Une invitation muette. Émilie inspira profondément, tremblante, l'odeur d'essence et d'échappement emplissant ses petits poumons. Son cœur cognait contre ses côtes, tambour frénétique qui la poussait en avant. C'était le moment. Elle s'écarta de l'arbre, ses petites jambes la portant vers l'imposant motard. Chaque pas semblait monumental, ses baskets raclant doucement le bitume. René tendait la main vers la poignée quand il perçut le léger frottement derrière lui. Il s'arrêta, la main en suspens. Il avait remarqué l'enfant, frêle comme un oisillon perdu. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle serrait ce bout de papier vert, avait éveillé sa curiosité. Il se tourna lentement, sa grande silhouette projetant une longue ombre sur elle. Émilie s'arrêta, à distance, respectueuse, menton levé pour croiser son regard, sans se tordre le cou. Son petit visage grave était encadré de mèches châtain clair, échappées de ses tresses. Le billet de 5 $ semblait désormais collé à sa paume, talisman contre l'immensité de sa mission.
Excusez-moi, monsieur. Sa voix était un murmure essoufflé, fine comme des feuilles mortes, presque aussitôt avalée par le ronronnement lointain de la circulation. René haussa un sourcil, invitation silencieuse et à continuer. Il croisa les bras, le cuir de son gilet craquant doucement. Il attendait, l'air indéchiffrable, mais une lueur amusée était revenue dans ses yeux. Émilie déglutit, la gorge soudain sèche. « J'ai besoin d'aide. » Elle tendit le billet froissé, bras raides, comme on offre un trésor fragile. « C'est vraiment important. » Son regard passa de l'argent à son visage, cherchant un signe de compréhension, de bonne volonté. Une foi innocente dans la bonté des inconnus, même des plus intimidants, brillait encore dans ses yeux, une foi miraculeusement intacte. René jeta un œil au billet, puis à son visage sérieux. 5 $. Pas même de quoi s'acheter un vrai burger. Quel genre d'ennui pouvait bien avoir une gosse de cet âge-là que 5 $ résoudrait? Sa curiosité l'emporta. Important, hein? Sa voix était un grondement bas, étonnamment doux malgré sa rugosité. Quel genre d'important? Il ne prit pas l'argent tout de suite. Il l'observait, notant le léger tremblement de sa main, la bravoure mêlée de peur dans ses yeux. Ce n'était pas un jeu. Émilie prit une nouvelle inspiration. « C'est à propos de ma maman et de mon papa. » Les mots jaillirent, honnêtes et urgents. Elle leva vers lui ses yeux bleus immenses, mélange d'espoir et de désespoir. « Il faut que vous fassiez arrêter mon papa de frapper ma maman. » Les mots restèrent suspendus, nus, innocents, dévastateurs. L'amusement s'éteignit instantanément dans les yeux de René, remplacé par une colère froide, primitive. Sa mâchoire se crispa. Il referma doucement sa grande main sur la petite d'Émilie, prit le billet froissé. « C'est comme si c'était fait, petite, » gronda-t-il, la voix basse et dangereuse. Un soupçon de sourire sombre et déterminé effleura ses lèvres. Très, très fait. L'odeur de café froid et d'échappement collait à l'air humide, tandis qu'Émilie, frêle silhouette presque invisible contre l'énorme chrome de la moto de René, reprenait son souffle. Sa main, crispée en poing, était moite autour du billet de 5 $. Son cœur battait la chamade, écho du grondement lointain de la circulation. Elle savait que c'était important, plus important que tout ce qu'elle avait jamais fait. René, inconscient, ajustait encore son bandana, le dos tourné. Le cuir noir de son gilet craquait à chacun de ses mouvements. La boucle de ceinture en forme de crâne argenté brillait sous le soleil couchant. Il ressemblait exactement au genre d'homme dont sa mère lui disait de se méfier. Mais Émilie avait vu autre chose dans ses yeux quand il était arrivé. Une bonté fugitive qui démentait les tatouages et la mine renfrognée. Rassemblant tout son courage, elle fit un pas hésitant. Le gravier crissa sous ses baskets usées. Un bruit assourdissant dans le silence soudain. René s'immobilisa. Lentement, il tourna la tête, son regard descendant jusqu'à elle. Ses yeux, couleur d'orage, se plissèrent légèrement. « Eh ben, » grogna-t-il, la voix grave vibrant dans sa poitrine. « Qu'est-ce que le chat a ramené? T'es perdu, pitchounette ?» Émilie secoua la tête, ses couettes châtains dansant. Elle tendit le billet de 5 $, le bras légèrement tremblant. « Monsieur ?» murmura-t-elle, presque inaudible. « Vous pourriez m'aider pour quelque chose de très important. » L'expression sévère de René s'adoucit en une pointe d'amusement. Un sourire rapide comme un éclair fendit son visage. Il s'appuya contre le chrome poli de sa moto, bras croisés sur son torse massif. « Quelque chose de très important, hein ?» répéta-t-il.
Et tu pensais que 5 dollars vont suffire. Il se détacha de la moto, ombre immense qui éclipsa le soleil. Il prit délicatement le billet froissé de ses doigts, son pouce calleux effleurant le sien une fraction de seconde. Émilie hocha la tête, le regardant plier l'argent avec soin et le glisser dans la poche intérieure de son gilet, juste sur son cœur. « D'accord, gamine, » dit René, la voix moins rude. « T'as toute mon attention et mes 5 dollars. Qu'est-ce qui est si important pour qu'un grand méchant comme moi doive s'en mêler ?» Il s'accroupit, rapprochant son visage du sien, tout en la dominant encore. L'odeur de cuir et d'huile envahit ses narines. De près, ses yeux avaient une profondeur surprenante. Émilie déglutit, la gorge sèche. « C'est à propos de ma maman, » finit-elle par lâcher, dans un murmure à peine audible. « S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous faire que mon papa arrête de frapper ma maman ?» L'amusement quitta le visage de René comme si on avait tiré une chasse d'eau. Le sourire s'effaça, remplacé par un masque glacial. Ses yeux devinrent 2 éclats de silex. Il resta accroupi, immobile, le silence s'étirant, lourd et absolu. Une résolution froide et inébranlable s'installa sur René Moreau. Il allait aider. Il le devait. Le regard d'Émilie tomba des traits impassibles de René à ses baskets éraflées et délacées. Le silence s'épaissit, seulement brisé par le ronronnement lointain de la circulation et le pépiment d'un moineau. Elle bougea, le billet de 5 dollars, désormais humide de sueur nerveuse, toujours serré dans sa petite main. Ses grands yeux sérieux cherchèrent ceux de René, suppliant de comprendre l'énormité de sa demande. René, toujours à califourchon sur sa machine rugissante, l'observait. Son amusement initial avait cédé la place à une curiosité. Il avait vu des dizaines de demandes désespérées, jamais d'une silhouette aussi innocente. Il attendait, sa patience inattendue contrastant avec sa présence imposante. Le soleil accrocha le chrome de sa moto, éblouissant brièvement Émilie. Elle ferma les yeux, les rouvrit, déterminée. « S'il vous plaît, » commença-t-elle, voix fragile avalée par le parking immense. Elle fit un pas hésitant, puis un autre, jusqu'à se tenir devant son énorme botte. « S'il vous plaît, faites que mon papa arrête de frapper ma maman. » Les mots restèrent suspendus, brutaux, brisant le dernier reste de sourire décontracté de René. Il disparut comme s'il n'avait jamais existé, remplacé par un choc profond. L'éclat joueur dans ses yeux s'assombrit. Le ronronnement constant de son moteur devint soudain trop fort, trop agressif. Il coupa le contact, le silence soudain amplifiant le poids de la demande d'Émilie. Son cœur, habitué aux angles durs de la rue, se serra d'une douleur vive et inattendue. Le petit visage résolu d'Émilie, marqué d'une sagesse bien trop grande pour son âge, contrastait horriblement avec sa requête. Il ne voyait plus seulement une enfant, mais un fragile phare d'espoir plongeant dans les ténèbres qui enveloppaient sa maison. Le billet de 5 dollars semblait moins un paiement qu'une offrande désespérée, le dernier recours d'une enfant à qui le monde avait failli. René descendit de moto, mouvement plus lent, plus délibéré. Il s'agenouilla, cuir craquant doucement. L'odeur d'échappement et de cuir usé, autrefois intimidante, sembla s'adoucir face à une telle vulnérabilité. Sa main calleuse, habituée à serrer des guidons ou des poings, prit délicatement le billet froissé des doigts d'Émilie. Sa peau presque translucide était douce contre sa paume rugueuse. « Ton papa, il frappe ta maman. » Sa voix était un murmure grave, dépouillé de sa rudesse habituelle. Il chercha confirmation dans ses yeux, mais il n'y avait aucun doute. La peur brute
et la supplication, désespérée, s'y reflétait. Émilie hocha la tête, une larme traçant un sillon dans la poussière de sa joue. « Parfois il crie aussi, » ajouta-t-elle, voix encore petite, mais teintée d'une nouvelle peur. « Et maman pleure. Je n'aime pas quand maman pleure. » La mâchoire de René se crispa. Une colère froide et rapide se forma dans ses tripes. Il regarda le billet, puis Émilie. « Tu es venue me trouver, » dit-il, voix grave, promesse prenant forme. « Tu es venue me trouver pour que je t'aide. » Il plia soigneusement le billet et le glissa dans la poche intérieure de son gilet, juste sur son cœur. Ce n'était plus une question d'argent, c'était quelque chose de bien plus profond, une confiance sacrée, placée entre ses mains par une enfant qui n'avait nulle part ailleurs où aller. Émilie leva les yeux, un espoir fragile, mais tenace, fleurissant dans son regard. René savait, avec une certitude absolue, que son monde et celui de son club venaient de basculer irrémédiablement. Le rugissement du semis qui s'éloignait s'estompa, laissant place au bourdonnement incessant des frigos de la supérette. René, encore sous le choc de la supplication innocente d'Émilie, sentait le billet froissé chauffer sa paume calleuse. Son amusement réflexe s'était évaporé, remplacé par une mâchoire crispée. Bien qu'habitué aux recoins sombres de l'humanité, cette rencontre touchait une autre corde. Il s'agenouilla lentement, genoux gainés de cuir protestant sur le bitume, se mettant au niveau du regard large et plein d'espoir d'Émilie. L'odeur persistante d'échappement contrastait avec la légère trace sucrée de bonbons qu'elle avait sûrement convoité à l'intérieur. De près, les traces de poussière sur ses joues et la rougeur autour de ses yeux étaient plus visibles, mais son expression restait résolument déterminée. « Il frappe ta maman. » La voix de René, habituellement rocailleuse, sortit étonnamment douce, presque un murmure. Il la regardait intensément, un nœud se formant dans son estomac. La lèvre inférieure d'Émilie trembla. Elle hocha la tête, une larme solitaire traçant un chemin propre dans la crasse. C'était une affirmation muette, un éclat de glace transperçant l'armure de René. Il remarqua non seulement la larme, mais le léger tremblement de ses petites mains serrées. La foi innocente dans ses yeux, l'espoir inébranlable que cet inconnu massif puisse être son salut, lui serrait la poitrine. « Et tu veux que je le fasse arrêter ?» continua-t-il, voix toujours basse, sondant non pas sa compréhension de la demande, mais le danger inhérent. Il connaissait le genre d'homme qui frappait une femme, surtout devant son enfant. Un lâche, un tyran, une menace. Nouveau hochement de tête, plus ferme. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, à peine audible, mais lourd de peurs inexprimées. Elle ne reculait pas devant son intensité. René tendit la main, hésita une seconde, puis essuya doucement la larme de sa joue avec son pouce. Sa peau était étonnamment chaude contre sa rudesse. Une vague de fureur protectrice, brûlante et féroce, éclipsa son choc initial. Ce n'était pas une bagarre de rue, c'était une enfant brisée et désespérée qui tendait la main. Peu importe son passé, sa réputation, il ne voulait pas se détourner. « D'accord, Émilie, » dit-il, voix qui se raffermissait, la douceur remplacée par une certitude profonde. « Je t'écoute, et je te promets que je vais aider ta maman. » Il brandit le billet froissé. « Ça, » continua-t-il en passant du billet à ses yeux, « c'est important. C'est notre gage de promesse, tu comprends? Tu me l'as donné, ça veut dire que je dois tenir parole. » Il plia soigneusement le billet et le glissa profondément dans la poche intérieure de son gilet, juste sur son cœur.
un endroit habituellement réservé aux écussons du club et aux souvenirs précieux. Le tissu sembla soudain plus lourd. Le visage inquiet d'Émilie s'adoucit. Un petit sourire timide effleura ses lèvres, fragile fleur d'espoir sur le parking poussiéreux. « Vous le ferez vraiment ?» demanda-t-elle, voix plus légère. « Vraiment » affirma René, regard d'une intensité sans faille. Personne ne doit faire de mal à quelqu'un, surtout pas à quelqu'un qu'on est censé aimer. Et personne ne doit frapper une maman. Il marqua une pause, une autre sorte de feu s'allumant dans ses yeux. « Rentre chez toi maintenant, Émilie. Tout va aller. Mais ne dis à personne qu'on a parlé, d'accord? C'est notre secret, pour l'instant. » Émilie hocha la tête, une lueur de compréhension dans ses jeunes yeux. Elle semblait saisir la gravité, le besoin de discrétion. Petite, oui, mais perspicace. Elle lui lança un dernier regard, un merci muet, avant de s'élancer vers la vieille berline garée quelques places plus loin. René la regarda partir, une résolution froide et dure s'installant en lui. L'image de son visage strié de larmes, sa supplication innocente, gravée dans son esprit. Il se releva, ses articulations craquant dans le silence soudain. Le monde, banal, il y a quelques instants, venait de basculer. Le rugissement de sa Harley, symbole habituel de liberté et de défi, résonnait désormais comme un cri de guerre. Il n'était plus seulement René, bulldog, Moreau, exécuteur des vagabonds MC. Il était gardien d'une promesse, et une promesse faite à une enfant, avec un gage tenu contre son cœur, était le serment le plus sacré qui soit. Il sortit son téléphone, pouce au-dessus du raccourci « Serge ». Ce n'était pas un boulot pour un seul homme. C'était un boulot pour le club. Émilie serrait le billet imaginaire de 5 $ dans sa paume. Un frisson nouveau, au-delà de la peur, remuant dans sa petite poitrine. René, montagne de cuir et de muscles, s'était penché, sa voix bourrue, étonnamment douce. Il avait pris son argent, pacte sacré. Il avait promis. « Merci », murmura-t-elle, à peine audible contre le grondement des moteurs au ralenti. Ses yeux, grands et sérieux, croisèrent d'où les siens une dernière fois. Il y avait dans les siens une lueur étrange, pas l'amusement habituel des adultes face aux enfants, mais quelque chose de plus profond. Il hocha lentement la tête, mouvement délibéré qui scella l'espoir impossible qui fleurissait en elle. « Vas-y, petite, rentre bien. » Émilie tourna les talons, ses baskets usées raclant le bitume craquelé. Le poids sur ses épaules, fardeau constant et écrasant, sembla soudain plus léger. L'air, d'ordinaire chargé d'échappements et de rêves oubliés, portait une légère douceur. Le monde, pour la première fois depuis une éternité, ne semblait plus entièrement sombre. Une petite graine fragile de confiance avait été plantée, arrosée par la bonté inattendue d'un motard. Elle garda les yeux rivés sur le trottoir inégal, un petit sourire effleurant ses lèvres. Le court trajet jusqu'à la maison, habituellement une épreuve de crainte, était différent. Chaque pas était une petite rébellion contre la peur qui avait dicté sa vie. Le soleil couchant projetait de longues ombres orangées, transformant la rue familière en quelque chose de moins menaçant. Elle ne se retourna pas, mais la présence du grand motard, sentinelle silencieuse, restait dans son esprit, un nouvel ange gardien. René la regarda partir, un nœud étrange se formant dans ses tripes. L'image de son visage sérieux, sa supplication désespérée, gravée dans sa mémoire. 5 $, 5 $ pour arrêter un monstre. Il expira lentement. L'amusement avait disparu dès que ces mots avaient franchi ses lèvres. Seule restait une résolution froide et dure. Ce n'était pas une bagarre de rue, c'était une enfant brisée
et désespéré, qui tendait la main. Et lui, René, Bulldog, Moreau, avait pris son argent, sa confiance. Il ne la décevrait pas. Il dégagea le béquille d'un grognement. La lourde Harley rugissant à la vie d'un ronronnement satisfaisant. Il ne monta pas tout de suite. Il fit quelques pas délibérés vers la supérette, ignorant les bonbons et les cafetières. Sa destination était le téléphone public, vissé au mur près du conteneur débordant, relique à l'ère des smartphones, mais offrant une certaine anonymité. Ses doigts fouillèrent sa poche, pas pour de la monnaie, mais pour son vieux téléphone, à clapet usé. Il fit défiler jusqu'au contact Serge Johnson, le vice-président du club, homme au calme apparent, cachant un esprit d'acier et une loyauté indéfectible. Serge était le stratège, celui qui voyait les angles que les autres rataient. Le téléphone sonna 2 fois, avant qu'une voix calme réponde. « René, tout va bien ?» Une pointe d'inquiétude perçait. « Non, Serge, tout ne va pas bien. » grogna René, voix basse, dépourvu de sa jovialité habituelle. Il jeta un œil autour de lui, s'assurant que personne n'était à portée d'oreille. « J'ai besoin que tout le monde vienne au clubhouse, tout de suite, urgent. » Un bref silence. « Tout le monde? Tu veux dire la table complète? »« Table complète, » confirma René. « Et dis-leur d'être prêts. À tout. Ce n'est pas une histoire de territoire ou de mauvais deal, c'est différent, c'est une promesse. » Nouveau silence. Serge assemblait déjà les pièces. « Compris. Je passe les appels, dans l'heure, 2 maximum pour ceux qui viennent de loin. C'est quoi le topo, René? » « Le topo, » commença René, voix tombant à un murmure. « C'est qu'une petite fille vient de me payer $5 pour que j'empêche son père de frapper sa mère. Et j'ai pris l'argent. » Il laissa le poids s'installer. « On ne la laissera pas tomber, point cerise. » De l'autre côté, l'expression habituellement placide de Serge se crispa. « C'est comme si c'était fait, Bulldog, » répondit-il, voix désormais teintée d'une résolution calme et dangereuse. « J'arrive. Ne fais rien de stupide avant qu'on soit là. » René grogna, signe d'approbation et de satisfaction sombre. Il referma le clapet d'un claquement. Le billet de $5 que lui avait donné Émilie pesait plus lourd que n'importe quelle pièce d'or. Un fardeau, oui, mais aussi une confiance sacrée. Et pour la première fois depuis longtemps, René ressentait une clarté de but qui tranchait dans tout le bruit. Le rugissement commença comme un grondement lointain, une vibration basse qui traversa les fondations mêmes du clubhouse des vagabonds MC. Il grandit, symphonie de moteurs à combustion interne montant en crescendo. Des Harley, chrome étincelant sous le soleil de l'après-midi, déboulèrent sur le parking gravillonné, soulevant des nuages de poussière. Chaque arrivée était une déclaration, un témoignage de l'urgence de la convocation de Serge. Des choppers, des cruisers, des bobbers épurés s'alignèrent avec une précision militaire, moteurs crachotant avant de s'éteindre, laissant un silence résonnant. Les hommes descendirent, cuir craquant, visages graves et concentrés. C'était une bande hétéroclite, certains barbus grisonnants, d'autres au regard affamé des jeunes loups. Des écussons ornaient leurs gilets. Le dragon rugissant, emblème du club, bien visible sur chaque dos. Ils échangèrent des hochements de tête brefs, scrutant le clubhouse à la recherche de René, de réponses. René se tenait en tête de la longue table de chêne balafrée, dans la salle de réunion, sa carrure massive dominant l'espace. Serge à ses côtés, balayant du regard les membres assemblés. L'air était chargé d'attente, odeur de cuir, d'huile et de bière, éventée, collée au mur. « Bon,
écoutez-moi. » La voix de René, habituellement rocailleuse, vibrait d'un tremblement dangereux. Il abattit son poing sur la table, faisant teinter les bouteilles de bière l'eau écartées à la hâte. « C'est pas une réunion ordinaire, c'est pas une question de territoire ou de clubs rivaux, c'est une promesse faite à une petite fille. » Un murmure parcourut la salle. Une petite fille, ça, c'était nouveau. René brandit un billet froissé de 5 $. Il semblait minuscule dans sa main calleuse. Ça, c'est ce qu'elle m'a payé, 5 $ pour protéger sa maman. Ses yeux, habituellement d'un bleu acier, brûlèrent d'une fureur juste qui fit taire tout murmure. Émilie, c'est son nom. 7 ans peut-être, petite comme un moineau, mais plus de cran que n'importe quel mec que j'ai croisé. Il raconta l'histoire, voix montant et descendant avec une émotion brute, peignant un tableau vivant de la supplication désespérée d'Émilie. Il décrivit sa petite main, ses yeux sérieux, la simplicité déchirante de sa demande. « S'il vous plaît, faites que mon papa arrête de frapper ma maman. » Les mots pesaient lourds, chaque syllabe un coup de marteau, sur la conscience collective des vagabonds. Les visages se durcirent, les poings se serrèrent. La camaraderie facile fut remplacée par une colère bouillonnante, une indignation partagée qui tordait chaque trait. « Son vieux, » continua René, voix chargée de venin, « c'est un lâche, un tyran. Il lève la main sur sa femme, et cette petite fille voit tout. Elle vit dans la peur, et elle est venue me trouver, moi, pour que je l'aide. » Il marqua une pause. « Elle est venue nous trouver. » Serge prit la parole, voix calme mais ferme, contrepoint à la rage contenue de René. « Ce n'est pas juste une violence aléatoire, frère. C'est une enfant qui tend la main, désespérée que quelqu'un, n'importe qui, se place entre sa mère et un monstre. Nous sommes les seuls en qui elle a assez confiance pour oser demander. » Un chœur de grognements et de jurons monta. Certains secouèrent la tête, incapables de concevoir une telle cruauté. D'autres fixaient devant eux, mâchoires serrées. « Voilà le topo, » déclara René, son regard balayant chaque homme, les défiant, les incitant. « Nous avons fait une promesse à une enfant. Et un vagabond ne rompt jamais une promesse. »« Putain, ça c'est sûr, » lança une voix rauque depuis le fond. « Elle a seulement mis sa foi en nous, » ajouta un autre, voix chargée d'émotion. « Personne ne touche à un gosse ou à sa mère tant qu'on est là, » cria un plus jeune en tapant du poing. La salle explosa en un rugissement unanime d'approbation, vague féroce de protection chez ces hommes endurcis. La colère individuelle se fondit en une résolution unique, inébranlable. Pas d'hésitation, pas de débat. La supplication d'Émilie avait touché une corde profonde de leur honneur et de leur justice souvent cachée. René hocha la tête, satisfaction sombre sur le visage. Bien, parce qu'on ne va pas juste le faire arrêter. On va s'assurer qu'il ne recommence jamais, et qu'Émilie et sa mère soient en sécurité, vraiment en sécurité, dorénavant. Il regarda Serge, compréhension muette passant entre eux. « Serge, on met un plan en route. Chaque homme ici a un rôle. » La salle, moments avant pleine de fureur contenue, bourdonnait désormais d'une détermination concentrée. Les vagabonds s'étaient rassemblés, leur volonté de fer forgée en une force redoutable. Pour Émilie et sa mère, la cavalerie était arrivée, chevauchant des moteurs tonitruants, leur cœur brûlant d'un engagement féroce et inébranlable. La salle de réunion des vagabonds d'MC, autrefois cacophonique, s'était calmée en un bourdonnement bas d'anticipation. René, adossé aux barres de chêne balafré, scrutait les visages de ces hommes.
Les années de vie dure et de loyauté farouche y avaient gravé leurs histoires, désormais unies par un seul but brûlant, Émilie. Bon, écoutez bien. La voix rocailleuse de René trancha l'air. On ne cherche pas le bain de sang. La mère d'Émilie n'a pas besoin de plus de trauma. Ce qu'il nous faut, c'est foutre la peur de Dieu et des vagabonds dans ce salaud. Serge, toujours pragmatique, s'avança. On débarque en force, mais sans contact direct. Le but est de lui faire vraiment croire qu'on le pourrait, si on le voulait. Il doit comprendre que s'il retouche à cette femme ou à cette gamine, sa vie telle qu'il la connaît est finie pour toujours. Une vague d'approbation gutturale parcourut la salle. Ces hommes, maîtres de la menace implicite, avaient bâti leur réputation là-dessus. D'abord, les renseignements, continua René en tapotant le bar. Serge, il me faut tout sur ce papa. Nom, adresse, boulot, habitude, le dossier complet. Faut savoir quand il est seul à la maison et le plus réceptif à une visite persuasive. Serge hocha la tête, déjà en train de sortir son téléphone. C'est comme si c'était fait. J'ai des contacts qui déterment la merde plus vite qu'un écureuil sous caféine. Parfait. Maintenant, l'approche, dit René, en se tournant vers le noyau dur des Iron Riders, les membres les plus expérimentés et intimidants du club. On débarque en nombre, pas de discrétion, pas de furtivité. On veut que chaque voisin, chaque passant, chaque clébard du quartier sache que les vagabonds sont là. Le rugissement de nos moteurs doit faire trembler les fondations de son existence minable. Il marqua une pause, son regard balayant leur visage déterminé. Mais on s'arrête juste avant le contact physique. Pas de coups, pas de vitres pétées, pas encore. On aligne nos motos, murs rutilants de chrome et de menaces, juste devant sa maison. On reste là, on fixe. Notre présence sera indiscutable. Diesel, un costaud plus jeune, leva la voix. Et s'il appelle les flics, René. Les lèvres de René s'étirèrent en un sourire lent et glaçant. Qui l'appelle? Il va dire quoi? Une bande de grands méchants me regarde. Y a pas de loi contre regarder. Et quand les patrouilles arriveront, on sera déjà parti, ne laissant que l'écho de ce dont on est capable. Et la question qui reste, ajouta Serge, de quand on pourrait revenir. Le plan se cristallisa, chaque homme apportant un détail crucial. L'horaire fut choisi avec soin. Fin d'après-midi, quand les gens rentrent, pour un impact maximal. Un jour de semaine, pour éviter les distractions du week-end. Faut que ce soit clair que c'est pas un avertissement unique, ordonna René. C'est une déclaration, un engagement permanent. Il doit vivre en sachant qu'on veille, toujours. Que s'il déconne, ne serait-ce qu'une fois, les conséquences seront bien pires qu'une simple frayeur. L'air s'épaissit, d'une résolution sombre. Le tintement des bouteilles et les conversations basses se muèrent en une énergie concentrée. Les mécaniciens préparèrent leurs motos pour un maximum de fureur sonore. Les cuirs furent enfilés, écussons luisants sous les néons crus. On ne protège pas seulement Émilie et sa mère, conclut René, voix tombant, à un murmure lourd de sens. On envoie un message à tous les ordures qui croient au pouvoir s'en tirer, en faisant du mal aux innocents. Les vagabonds ne laissent pas passer ça. Un hochement collectif, mâchoires serrées. Ils étaient plus qu'un club moto. Ils étaient une force autoproclamée de justice brute. Et aujourd'hui, la justice portait un nom, Émilie. Tandis que les premiers moteurs crachotaient à la vie, symphonie de puissance et d'intention. La lumière de fin d'après-midi déclinait, projetant de longues ombres inquiétantes. Les vagabonds AMC, phalanges d'acier et de cuir, étaient prêts à rouler.
Destination. Une rue tranquille de banlieue, où la supplication de 5 $ d'une petite fille allait déclencher une tempête. Le soleil de fin d'après-midi, violet et orange meurtri, saignait dans le ciel quand le premier grondement lointain atteignit les oreilles d'Émilie. Une vibration basse, gutturale, pas encore distincte, mais suffisante pour faire se dresser les poils de ses bras. Elle était perchée sur l'appui de la fenêtre de sa chambre, genoux contre la poitrine, observant la rue calme bordée d'arbres. L'air de la pièce était lourd d'une anticipation nerveuse qui collait à elle depuis le matin. Puis, un éclat de chrome accrocha la lumière au bout de la rue, suivi d'un autre et d'un autre. Une vague de cuir noir et d'acier poli, avançant avec une lenteur, délibérée presque effrayante, commença à serpenter dans son champ de vision. Ce n'étaient pas les machines rugissantes qu'elle avait entendues de loin auparavant. C'étaient des prédateurs, silencieux et vigilants, glissant avec une grâce inquiétante. Chaque moto, behémoth de métal et de puissance, semblait absorber la lumière plutôt que la réfléchir, projetant de longues ombres menaçantes qui rampaient sur le bitume. Le souffle d'Émilie se bloqua. Une peur froide et vive la transperça. C'était différent de l'image qu'elle s'était faite, un espoir abstrait né du désespoir. C'était réel. Ces hommes, vêtus du même cuir intimidant qu'elle se souvenait de la supérette, formaient une présence redoutable. Ses petites mains se crispèrent sur le tissu usé de son pyjama, un tremblement la traversant. Et si ils étaient mauvais? Et si René avait changé d'avis? Et s'il faisait du mal à sa maman ou à elle? Les 5 $, serrés si fort des heures plus tôt, semblaient désormais ridiculement insuffisants face à cette force imposante qui approchait lentement de sa maison. Mais alors que les premières motos se rapprochaient, elle le vit, René. Ses larges épaules, son casque sombre, la façon dont il tenait le guidon avec une autorité tranquille. Il n'y avait aucune agressivité dans sa posture, seulement une résolution concentrée, inébranlable. Son regard, bien que caché par la visière, semblait balayer la rue, absorbant chaque détail, avec une conscience presque prédatrice. Et alors qu'il passait sous un réverbère, un éclat d'argenté près de sa poche de gilet attira son œil. L'espace d'un instant, elle imagina que c'était le billet de 5 $, rangé précieusement. Un frisson différent, chaud, et qui se répandait dans sa poitrine, chassa la peur. Ce n'était pas mauvais, c'était eux, ses champions. L'étincelle d'espoir, brièvement atténuée, flamba plus vive qu'avant, chassant les ombres du doute. C'étaient les vagabonds. La file de motos était longue, s'étirant jusqu'au coin de la rue, chaque machine un témoignage de puissance contenue. Elles avançaient dans un silence presque onirique, moteurs ronronnant à l'unisson d'un bourdonnement bas qui vibrait dans le sol et dans les os d'Émilie. Un son qui promettait plus qu'il ne menaçait, une assurance profonde et résonnante. Les rideaux des voisins frémirent. Un chien au bout de la rue, habituellement aboyeur, se contenta de gémir doucement derrière sa grille. Tout le quartier semblait retenir son souffle. Lentement, délibérément, René guida sa massive Harley-Davidson juste devant la maison d'Émilie. Le chrome brilla sous la lumière déclinante alors qu'il arrêtait la machine d'un clic presque silencieux, anormalement sonore dans le calme soudain. Il ne descendit pas tout de suite. Il resta là, silhouette sombre et immobile, ancrant toute la scène. Un à un, les autres vagabonds suivirent, se rangeant derrière lui, formant une ligne parfaitement espacée qui s'étendait du jardin d'Émilie jusqu'au coin. Chaque pilote coupa son moteur avec la même précision, discrète, jusqu'à ce que seule
reste le léger tic-tac du métal qui refroidit et le lointain pépiment des grillons. Pas de cris, pas de rires, pas de coups de gaz, juste une congrégation silencieuse et redoutable. Émilie regardait, fascinée. Il devait y en avoir 20, peut-être 30. Chaque homme assis sur sa machine, gardien stoïque, visage masqué par des casques ou ombragé par des bandanas. Les vagabonds, dans leur veille silencieuse, étaient arrivés, et ils étaient venus pour elle, pour sa mère. Les 5 $, comprit-elle, n'avaient pas seulement acheté une promesse, ils avaient allumé un feu. René bougea enfin, levant lentement sa visière. Ses yeux, bien qu'ombragés par le crépuscule, semblaient scruter la maison, s'attardant un instant sur la fenêtre d'Émilie. Il ne salua pas, ne sourit pas, mais il y eut un léger signe de tête, un adoucissement presque imperceptible de sa mâchoire, qu'Émilie, dans sa nouvelle compréhension, reconnut comme une reconnaissance muette, un vœu solennel. Puis, d'un geste délibéré, il descendit, ses bottes heurtant le bitume avec un bruit sourd, discret. Les autres pilotes restèrent sur leur moto, mur de soutien, silencieux, leur regard collectif désormais fixé sur la maison, sur la rue, sur la promesse silencieuse de ce qui allait suivre. L'air crépitait d'une tension nouvelle, non pas de peur, mais d'une justice imminente, inébranlable. Un minuscule sourire plein d'espoir effleura les lèvres d'Émilie. Ce n'était que le début. La porte d'entrée de la maison d'Émilie grinça, brisant le silence profond qui s'était abattu sur le cul-de-sac. Le père d'Émilie émergea, visage fermé par l'agacement et l'arrogance. Il batailla avec la porte moustiquaire, yeux encore plissés par les restes d'une dispute, probablement avec sa femme. Son regard balaya la rue, s'attendant à trouver un voisin curieux ou un gamin ayant envoyé un ballon dans son jardin. Au lieu de cela, ses yeux tombèrent sur l'assemblée silencieuse et redoutable de motos. Son rictus initial vacilla, remplacé par une confusion fugace. Il cligna des yeux, comme si le chrome éblouissant et les silhouettes gainées de cuir étaient une illusion. Mais il restait là, solide et inébranlable sous la lueur ambrée des réverbères. La confusion se mua rapidement en une terreur pâle et écœurante. La couleur quitta son visage, le laissant cendreux, mâchoire pendante. Il ressemblait à un homme qui venait de pénétrer dans un cauchemar, chaque fibre de son être hurlant une question terrifiée et muette. René, silhouette imposante, même immobile, dégagea sa béquille d'un clic discret qui résonna dans le calme soudain. Il avança avec une lenteur délibérée, ses lourdes bottes crissant légèrement sur le gravier de l'allée. Chaque pas semblait tendre la tension, comme une corde de guitare sur le point de rompre. Les autres vagabonds restèrent parfaitement immobiles, moteurs éteints, regards rivés sur la scène. C'était un tableau de puissance contenue, de force latente, prête à exploser. Émilie, depuis sa fenêtre, serrait le rideau fané. Son cœur cognait contre ses côtes, tambour frénétique contre le silence écrasant. Son père semblait minuscule et insignifiant face aux motos massives et aux hommes qui les chevauchaient. Un mélange étrange de peur et d'exaltation bouillonnait en elle. C'était ça, le moment qu'elle avait payé, celui qu'elle avait espéré de toute son innocence. René s'arrêta à quelques pas du père d'Émilie, son ombre l'engloutissant complètement. Il n'éleva pas la voix, n'en avait même pas besoin. Sa présence seule était un coup de tonnerre. Le père d'Émilie déglutit, sa pomme d'Adam tressautant convulsivement. Il tenta de parler, mais seul un son sec et rauque sortit. La voix de René, quand elle vint, fut un grondement bas, dépourvu d'émotion discernable,
pourtant d'autant plus menaçante par son calme. « Tu fais du mal à ta famille. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation plate, irréfutable. Le père d'Émilie bégaya, essayant de retrouver un semblant de sa morgue habituelle. « Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes qui, vous autres ?» Il tenta de bomber le torse, mais le geste était pathétique. Un écureuil face à un ours. Les yeux de René, habituellement perçants, se rétrécirent en fente froide. Peu importe qui on est, ce qui compte, c'est ce que tu fais. Il fit un pas de plus, comblant la distance restante. Le père d'Émilie recula instinctivement, heurtant le chambranle. L'air crépitait de menaces inexprimées. « Tu arrêtes de faire du mal à ta famille », continua René, voix tombant à un murmure, chaque mot lourd comme du granit. « Ou tu devras répondre devant nous tous. » Il n'eut pas besoin de gestes. L'implication pesait lourd, une force palpable. Les yeux du père d'Émilie filèrent par-dessus l'épaule de René, vers la phalange silencieuse et imposante des hommes sur leurs machines, visages graves et inflexibles. Leur nombre, leur présence unie et sans sciant, formaient un mur d'intimidation inattaquable. Un tremblement parcourut le père d'Émilie. Sa bravade s'était complètement évaporée, ne laissant qu'une peur brute et nue. Il savait, avec une certitude glacée, que ce n'était pas une menace en l'air. Ces hommes n'étaient pas là pour une discussion polie. Ils étaient là comme un jugement unanime et implacable. René soutint son regard, expression inchangée, promesse muette de conséquences. Il laissa le poids de ses mots et le soutien silencieux de son club s'abattre sur l'homme comme un linceul. Le message était clair, sans équivoque. Ce n'était pas un avertissement à prendre à la légère, c'était un ultimatum délivré avec la certitude froide et dure d'une force qui ne voulait pas être ignorée. Il avait accepté 5 $ pour un devoir sacré. Et les vagabonds MC, dans leur silence unifié, étaient prêts à tenir la promesse de protection. Le père d'Émilie, homme dont la présence gonflait habituellement la petite maison de fanfaronnade, sembla se dégonfler sous leurs yeux. Son visage, encore marbré de la dispute récente, était une toile de terreur pure. La couleur avait fui sa peau, la laissant pâle, presque translucide, effaçant tout souvenir de son teint habituellement rougeaud. Ses yeux, d'ordinaire plissés de suspicion ou de colère, étaient désormais écarquillés et fuyants, comme une créature acculée cherchant une échappatoire. Son regard vacillait entre le regard inébranlable de René et les visages résolus et silencieux des vagabonds, sa pomme d'Adam travaillant visiblement. L'air, lourd d'essence, d'huile et d'une légère odeur métallique de peur, semblait peser sur lui. « Je ne le ferai plus », bégaya-t-il, voix fine et chevrotante, contraste brutal avec les cris tonitruants dont Émilie avait l'habitude. « Je ne leur ferai plus jamais de mal, je le jure. » Il leva instinctivement les mains, geste de reddition face à un coup invisible. Ses yeux effleurèrent brièvement Émilie, une lueur fugace qui aurait pu être de la honte ou simplement de l'instinct de survie, avant de détourner le regard, incapable de soutenir l'accusation innocente qu'il imaginait. René resta immobile, sculpture de puissance contenue. Il n'offrit ni mot ni mouvement, mais l'intensité de son regard ne faiblit jamais. Son silence était plus redoutable que n'importe quelle menace, couverture étouffante qui clouait le père d'Émilie sur place. Derrière René, les vagabonds se tenaient, tout aussi immobiles, murs redoutables de cuir et de muscles, leur moteur, au ralenti d'un grondement bas et guttural qui vibrait dans le sol, rappel constant et menaçant de leur présence. Ce bourdonnement semblait s'enfoncer dans les os du père d'Émilie,
manifestation physique de la pression immense qui l'écrasait. Les secondes s'étirèrent en éternité, seulement ponctuées par le rythme des moteurs et le lointain pépiment des grillons. Émilie retenait son souffle, son petit cœur cognant contre ses côtes. Elle regardait son père, un tourbillon complexe d'émotions bouillonnantes en elle. Un soulagement profond fleurit avec sa capitulation, un espoir fragile se déployant dans sa poitrine. Pourtant, un coin plus sombre et profond ressentait une étrange vindicte, voyant l'homme qui avait infligé tant de douleurs goûter ne serait-ce qu'une fraction de la peur qu'il dispensait. C'était une sensation confuse, presque dérangeante pour une enfant. Enfin, René hocha lentement la tête, presque imperceptiblement. Ce n'était pas un pardon, mais une reconnaissance. Il savait, d'un instinct affûté par des années dans la rue, que la peur qu'il avait instillée était réelle, profonde et probablement indélébile. L'homme devant eux avait été brisé, non pas physiquement, mais d'une façon qui comptait davantage, son esprit agressif éteint, remplacé par un besoin désespéré de survie. René avait vu cela des dizaines de fois, le moment précis où un tyran réalisait qu'il n'était plus le plus gros chien du quartier. Il tourna ensuite son regard vers Émilie, un changement subtil dans sa posture que seule elle sembla remarquer. Les lignes dures autour de ses yeux s'adoucirent presque imperceptiblement, et un léger sourire entendu effleura les coins de ses lèvres. Un sourire qui n'atteignait pas tout à fait les yeux, mais transmettait une compréhension profonde. Il lui fit un lent et délibéré signe de pouce levé, geste qui parlait plus que 1000 mots, promesse tenue, validation de son courage, reconnaissance de la supplication désespérée à laquelle il avait répondu. Le souffle d'Émilie se bloqua. Une vague de soulagement pur et absolu la traversa, si puissante qu'elle faillit pleurer. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle s'était retenue, à quel point elle avait retenu son souffle, jusqu'à cet instant. Le signe de pouce était une délivrance, une confirmation que tout irait bien. Un minuscule sourire fragile toucha ses propres lèvres, miroir du sien. Conversation muette entre la petite fille courageuse et le motard bourru. D'un autre signe presque imperceptible, cette fois à l'attention de son club, René enfourcha sa machine redoutable. Le moteur rugit à la vie d'un grondement plus profond, plus résolu. Ponctuation finale à leur message. 1 à 1. Les autres vagabonds suivirent, leur puissante moto grondant en mouvement. Le sol vibra sous les pieds d'O'Neilly, tandis que le club, vague roulante de cuir et de chrome, commençait à s'éloigner. Ils partirent avec une précision synchronisée, force redoutable s'évanouissant dans le crépuscule. L'air, chargé de tension, s'éclaircit lentement, remplacé par l'odeur persistante d'échappement et la légère douceur du soir. Le rugissement des moteurs s'estompa au loin, devenant un bourdonnement, puis un murmure, jusqu'à ce que seuls restent les sons familiers du quartier, l'aboiement lointain d'un chien, le doux frémissement des feuilles, le rythme régulier des grillons. Émilie sentit une main douce sur son épaule. Sa mère, visage encore strié de larmes, mais désormais empreint d'un soulagement écrasant et d'un éclat d'espoir, la serra dans une étreinte étroite. Émilie enfouit son visage dans l'épaule de sa mère, inhalant l'odeur réconfortante de sa peau, mélange familier de parfums et de sel des larmes. Cette étreinte était différente de toutes les autres. Ce n'était pas seulement du réconfort, c'était la sécurité, le sentiment d'être vraiment protégé, vraiment chéri, pour la première fois depuis longtemps. « Oh, Émilie, » murmura sa mère, voix chargée d'émotion, « tu as été si courageuse, ma petite fille si courageuse. »
Émilie s'accrocha à elle, sentant la chaleur du corps de sa mère, le battement régulier de son cœur, la terreur, l'incertitude, le poids écrasant de responsabilité qu'elle avait porté commencèrent à s'alléger, remplacés par une paix profonde. L'image du sourire entendu de René et de son signe de pouce, rassurant, restait gravée dans son esprit, symbole d'une promesse tenue. Tandis que les derniers échos des motos s'évanouissaient dans la nuit, Émilie regarda l'allée vide, puis leva les yeux vers sa mère. Pour la première fois, la maison, habituellement lieu de peur, semblait différente. Elle semblait sûre. Les ténèbres dehors n'avaient plus rien de menaçant. Le monde, pour l'instant, semblait juste. Elle savait, avec la certitude d'une enfant qui avait affronté un monstre et gagné, que les choses seraient différentes désormais. Le motard gentil, l'homme bourru, au signe de pouce doux, avait tenu parole. Et grâce à lui, et grâce à son propre cœur courageux, elles étaient enfin, vraiment, en sécurité.